Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Christophe Loribaud, le président du château, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le cours inaugural de notre tout premier cycle de l'histoire au château. Je ne ferai pas de topo à chaque cours, hein, c'est juste, on abordera directement les choses. C'est juste pour lancer donc, cette opération. Donc, une série de cours ouverts à tous et gratuit, et qui me tenait vraiment à cœur de créer. Pas seulement donc, des conférences pour les spécialistes de la période de Versailles, même si nous en avons régulièrement ici, et de très brillants colloques organisés avec le centre de recherche du château, mais il s'agit bien ici de cours pour tous, des cours pour les curieux, pour ceux qui aiment visiter le château, mais qui au fond ne connaissent pas si bien l'histoire de Louis XIV à Louis XVI, ni de Napoléon à Louis-Philippe. Pour ceux qui ont appris cette histoire à l'école, mais dont les souvenirs sont un peu lointains, pour ceux qui apprennent cette histoire en ce moment même au lycée ou à l'université et qui ont envie d'approfondir leur compréhension de cette période. Pour ceux qui s'ennuyaient aussi le mercredi soir et qui se sont dit pourquoi pas et qui ont trouvé la porte ouverte. Alors je suis désolé pour l'ascenseur aujourd'hui, mais voilà. Donc merci à tous ceux qui ont affronté les deux étages. Et voilà, c'est Versailles. Donc vraiment des cours pour tous. Et parce que nous sommes convaincus que ces cours doivent être accessibles au plus grand nombre, nous tenions à ce qu'ils soient gratuits. Donc cet effort d'accessibilité a pu être porté grâce à l'aide de la Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation, dont la générosité a permis la gratuité de ce programme. Donc un grand merci à une grande amie américaine de Versailles. Je remercie également les équipes du château, Sophie Vallon qui a été l'initiative, et puis Mathilde Cassandro et toute l'équipe des programmateurs. En revanche, vous le voyez, le nombre de places est limité dans cet auditorium. Donc, si vous vous trouvez finalement empêché d'assister à l'un des prochains cours, surtout prévenez-nous pour annuler votre réservation, ce qui permettra à des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire d'avoir une place au cours auquel ils souhaitent assister. D'ailleurs, pour les retardataires, si vous pouviez certains vous décaler d'un cran, ça permettrait que les retardataires ne vous obligent à vous lever, etc. Je vois des places un peu au centre. Voilà, enfin, libre à vous de... Voilà, mais ces cours seront aussi accessibles à ceux qui ne pourront pas venir jusqu'au château, bien que nous soyons quand même attachés à la puissance du contact avec les différents professeurs qui se succéderont, qui peuvent avoir des questions, et puis voilà, c'est quand même plus chaleureux d'avoir un vrai dialogue avec la salle. Nous mettrons ces cours en ligne, mais pas tout de suite. Ce sera en décembre, de façon à ce que ceux qui sont vraiment venus jusqu'ici en aient la primeur. En somme, nous ouvrons ce soir une petite école d'histoire pour tous au château, car c'est, je crois, une des missions essentielles du château de Versailles que de faire connaître et de faire comprendre toutes ces pages de l'histoire de France qui se sont écrites ici, notamment de Louis XIII à aujourd'hui. Et ce travail de passeur d'histoire, nous le faisons à travers nos efforts, bien sûr, de médiation, nos visites guidées, nos salles historiques, qui introduisent le parcours du château, nos audioguides, des expositions comme celle du Grand Dauphin, que je vous invite évidemment à voir, revoir, et après à potasser dans le catalogue. Mais il me semble important aussi que nous puissions proposer des cours structurés, complets, suivis, pour mieux partager cette histoire, pour faire comprendre le contexte d'émergence des grands événements, des figures dont nous avons tant de portraits dans nos salles. C'est pour ça, comme l'école du Louvre a embrassé sa vocation d'enseigner l'histoire de l'art au public le plus large, je souhaite que Versailles embrasse sa vocation d'enseigner les 4 siècles d'histoire française qui l'ont traversée. Aussi, j'espère bien que ce cycle fera florès, que nous poursuivrons, que nous déclinerons, que nous amplifierons ce programme dans les années à venir, à un rythme de plus en plus complet, voilà. Ce sera en fonction de votre assiduité, bien sûr. On ne va pas mettre quand même la charrue avant les bœufs. Donc au programme de cette première saison, nous avons choisi de commencer par la base, pour l'histoire des siècles qui ont fait véritablement Versailles, en nous plongeant dans le long règne de Louis XIV, donc le roi Soleil, le souverain absolu par excellence, celui qui a fait bâtir Versailles, ou plutôt qui l'a métamorphosé pour en faire ce que l'on entend aujourd'hui dans le monde entier quand on dit Versailles.
Les professeurs qui interviendront lors de cette première édition en brosseront un tableau complet. Quel chef militaire a été Louis XIV? Quelle place fut celle de la religion en son règne? Comment a-t-il fait de la France un des États les plus puissants d'Europe? Quel rôle ont joué les artistes et les savants au service de la monarchie? Quelles ont été les crises et les révoltes moins connues qui ont jalonné un règne dont on retient surtout la gloire et la magnificence, en tout cas à Versailles. Donc vous aurez des réponses à toutes ces questions. Et donc bienvenue en ces murs pour cette toute première leçon sur l'État royal sous la monarchie absolue, qui va poser le cadre dans lequel prennent place les heures et les malheurs du long règne de Louis XIV. Je ne serai pas plus long, je sais, mais ça a permis quand même au dernier de grimper jusqu'à l'auditorium. Donc je cède avec joie le micro à Laurent Avezou, qui est archiviste paléographe, donc on ne fait pas plus sérieux, docteur en histoire et professeur de chaire supérieure au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, où il enseigne l'histoire médiévale et moderne aux étudiants préparant le concours de l'École nationale des chartes. Donc un spécialiste de Sully et de Richelieu, qui est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels Raconter la France chez Armand Collin en 2008 ou La Fabrique de la gloire aux presses universitaires de France en 2020. Donc un grand merci, cher professeur, pour votre présence, d'être venu depuis Toulouse, et je vous souhaite un excellent voyage dans le temps en sa compagnie. Bon cours à tous. Merci, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette leçon inaugurale. Nous avons dû nous répartir la charge, moi et les 7 autres collègues qui se succéderont à raison d'un cours par mois, excepté celui de Jean-Philippe Sénat qui aura lieu dans une semaine, parce que nous étions un petit peu bousculés. Donc, la répartition des charges a fait que l'État, c'est moi. Voilà. Enfin, non. Comme vous le savez, évidemment, ce n'est pas moi, c'est lui, que nous ne vous présentons pas. La question étant de savoir s'il a vraiment prononcé cette phrase, ou même si politiquement il était en mesure de la prononcer. Reprenons les choses par le commencement. Et le commencement politique pour Louis XIV, c'est le 9 mars 1661, quand Jules Mazarin, Premier ministre du roi de France, meurt au château de Vincennes. Il laisse un pays soumis, ou du moins guéri pour un temps de ses agitations passées, à un jeune Louis XIV qui est roi depuis 18 ans, mais qui n'a jamais jusque-là exercé le pouvoir, et d'ailleurs n'a pas donné l'impression d'en avoir le désir particulier. Son entrée dans la vie politique le lendemain va prendre l'allure d'une véritable entrée en scène. Et il ne s'y trompait pas quand, lorsqu'il a présenté son cahier des charges à ses ministres, il a déclaré « La face du théâtre change ». Parce que c'est une véritable surprise que de voir le roi s'affirmer comme son propre Premier ministre. Au lendemain de la mort du cardinal, dès le premier contact avec son conseil, les choses sont claires. Louis XIV se tourne vers le chancelier Séguier, qui est le second personnage du royaume, et il lui déclare « Monsieur, je vous ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires d'État pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne par moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous prie et vous ordonne de ne rien sceller que par mes ordres, de ne rien signer sans mon consentement. » C'est cette prise de pouvoir light que le peintre Lebrun a immortalisé, donc en figurant l'événement sur une voûte de la Galerie des Glaces de Versailles, avec un sujet programmatique et relativement abstrait en lui-même. Donc le roi gouverne par lui-même. Louis XIV y apparaît vêtu d'une armure à l'antique, pour suggérer l'affiliation qu'il assume entre l'Empire romain et la monarchie française. Une monarchie dont les rois se targuent depuis le XIIIe siècle d'être empereurs en leur royaume.
L'histoire a donc résumé cette pétition de principe dans cette formule lapidaire qu'elle prête, sans doute abusivement, au souverain: l'État, c'est moi. Nous verrons ce qu'il peut en être. Parce que si désormais le roi gouverne, il ne gouverne pas seul. Les ministres, les secrétaires d'État, le Conseil, toutes entités politiques que je détaillerai, subsistent, évidemment. Et tout au long du règne, leurs fonctions vont se préciser. Au Conseil s'adjoignent des conseils spécialisés qui sont le reflet d'une quête de technicité qui agite l'État royal au milieu du XVIIe siècle. Nous sommes à une période capitale pour l'étoffement de l'administration centrale qui cherche à contrôler au mieux la vie des provinces, comme celle du moindre sujet. Le roi s'entoure d'un personnel compétent, qu'il va s'attacher par des faveurs soigneusement dosées, dans un subtil cocktail entre intérêt public et choses privées. Les grands commis vont en profiter pleinement. Nous connaissons Colbert, nous connaissons Louvois. Ils sont la souche de véritables dynasties ministérielles qui rivalisent dans l'émulation au service du roi, tout en méditant en leur fort intérieur le sort exemplaire du surintendant Fouquet, sur lequel je m'attarderai dans quelques instants. Fouquet, emprisonné à vie pour n'avoir pas compris que le temps du ministériat était clos. Le ministériat étant ce sas gouvernemental qui s'interpose entre le roi et ses sujets et qui consiste en une délégation de pouvoir. Une délégation de pouvoir qui avait été incarnée par 2 cardinaux ministres au cours du tiers de siècle écoulé, Richelieu puis Mazarin. Fouquet avait cru pouvoir être le successeur de Mazarin, il en sera pour son compte. Cet accroissement de l'autorité royale et de la centralisation nous fait vibrer encore en nous cette volonté de puissance quasi nietzschéenne qui sommeille en notre fort intérieur. Il faut tout de même en rabattre, parce que les forces traditionnelles demeurent, et la centralisation est plus une virtualité qu'une réalisation. Ces forces traditionnelles, ce sont les parlements, la petite noblesse des campagnes, les corps de ville. Chaque province, chaque cité de France est jalouse de ses privilèges, privilèges contre lesquels le roi, malgré qu'il en est, ne peut pas vraiment agir, sauf en surface. Parce que cette tradition est un des fondements du régime. La monarchie absolue se fonde dans l'immémorial, et l'immémorial ne saurait pas trancher, ne saurait pas tailler dans le vif ce qui a été fondé par l'ancienneté. Ajoutons à cela que les distances démesurées par rapport à aujourd'hui, la médiocrité des moyens de communication, la multiplicité des parlers qui font du français classique, celui de Malherbe et de Boileau, une exception linguistique, beaucoup plus que le parler commun des sujets de Louis XIV, eh bien tout cela fait du royaume une juxtaposition de peuples et de pays beaucoup plus qu'un État moderne. Plutôt que de la France, il est bien plus raisonnable de parler des Frances. Malgré tout, jouons le jeu et faisons comme si tout émanait du roi, en ruissellement jusqu'à ses sujets. Et présentons le principal intéressé, que nous croyons tous connaître, mais il y a toujours à glaner par rapport aux généralités. Au moment où la mort de Mazarin lui permet d'exercer enfin la totalité du pouvoir, Louis XIV est un jeune homme de près de 23 ans qui est figuré dans cette toile de Joseph Werner le Jeune en souverain martial, en armure, 2 ans après sa prise de pouvoir politique. C'est un bel homme de taille moyenne, à l'élégance raffinée mais sans excès, à l'air majestueux mais sans arrogance, un air qu'il va conserver jusqu'à la fin de ses jours en le travaillant consciemment. Son visage est régulier, les yeux sont vifs,
Les lèvres minces ne se ressentent pas trop de son ascendance habsbourgeoise, singularisée par le fameux menton en galoche et la lèvre inférieure passablement lipue. Voilà. Bien sûr, le temps va faire son œuvre, et après l'opération de la fistule, dont il va horriblement souffrir dans les années 1680, le Louis XIV en armure que nous présente Joseph Werner le Jeune ne sera plus qu'un souvenir, et je finirai cette galerie de portraits par une autre figuration qui nous montrera que le temps, parfois, est un juge cruel. Louis XIV, rappelons-le, est issu d'un mariage de 23 ans entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Il a perdu son père à l'âge de 5 ans. Il respecte sa mémoire. Le château de Versailles en est la marque, puisqu'il l'agrandira à partir de la structure initiale du pavillon de chasse paternel. Il est très proche de sa mère, l'Espagnole, Anne d'Autriche, faux amis, puisque la maison d'Autriche, je vous le rappelle, règne à la fois en Espagne et dans les États germaniques. Il a aussi entretenu une relation privilégiée avec son parrain, Mazarin, qu'il a initié aux beaux-arts et qui a entamé son éducation avec plusieurs maîtres comme le marquis de Villeroy. Il a surtout été, comme on dit, à l'école de la vie. Tout roi qu'il fut, les temps de son adolescence ont été plus que perturbateurs pour lui. Et ils n'ont pas vraiment permis à la reine et au cardinal de lui donner toute la formation désirée. Ce qui fait que le mémorialiste Saint-Simon ira jusqu'à déclarer que le roi Soleil était un ignorant, ce qui est tout à fait excessif, soulignons-le. Louis Dieudonné parlait l'italien et l'espagnol qui est alors la première langue politique en Europe, et il possédait plus que des rudiments en latin. Il avait étudié la géographie, l'art militaire, les éléments des mathématiques et surtout l'histoire. Celle de l'Antiquité, l'histoire sainte, mais également celle de ses prédécesseurs, et en particulier de son grand-père, Henri IV. Son précepteur, l'évêque de Rodez, qui sera plus tard archevêque de Paris, Ardouin de Péréfixe, dont je vous ai marqué le nom, qui n'est pas intuitif à retenir, avait publié en 1661 une histoire de Henri le Grand destinée à édifier son petit-fils. Et le valet de chambre Laporte, qui avait fait ses premières lectures au dauphin Louis, lui avait également vanté les hauts faits du fondateur de la maison royale des Bourbons. Une chose est certaine, Louis XIV n'est pas un intellectuel, ni un brillant esprit. Il a des lecteurs attitrés pour lui permettre de faire illusion, on l'a vu, mais il est doté d'un solide bon sens qui a été affiné par l'expérience beaucoup plus que par le contact des livres. Ajoutons à cela que le roi, connu pour avoir emprisonné une partie de sa haute noblesse dans l'écrin doré de Versailles, ferait oublier qu'il a été un grand voyageur, à la différence de ses successeurs Louis XV et Louis XVI, qui seront des monstres de sédentarité. Il a eu l'occasion d'errer pendant la série de révoltes qui ont marqué sa minorité et qu'on appelle globalement la Fronde, entre 1648 et 1653, pour aller mater les révoltés, aussi bien en Normandie qu'en Bourgogne et jusqu'à Marseille. Il a aussi traversé la France pour son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660 avec une princesse espagnole, Marie-Thérèse d'Autriche. Et il participera en personne aux 2 premières guerres de son règne, dont vous entretiendra Jean-Philippe Sénat la semaine prochaine, les guerres de Dévolution et de Hollande. Il y a en réalité plusieurs personnages dans cet homme qui est pratiquement né roi. Je le répète, tous les mémorialistes ont souligné son air naturellement majestueux, mais aussi son affabilité, son exquise politesse. Louis XIV est moins guindé que la galerie de portraits que nous avons tous en tête de lui. Sa conversation avait du charme. Il était surtout un excellent danseur qui était allé jusqu'à faire de la danse un instrument de communication politique. Bon cavalier, féru de jeux d'adresse,
guitariste émérite. Ce sont des choses qui comptent pour égayer une personnalité. Il avait reçu une vraie éducation de gentilhomme et évoluait avec naturel dans le cadre pourtant déjà contraignant de la cour, même s'il augmentera ses contraintes par une étiquette empesée. À côté de ce personnage extérieur, qui a appris très tôt à dissimuler et à jouer son rôle dans une sorte de représentation permanente, il existe un autre Louis XIV, plus affectif, celui qui déclare à son fils, le grand dauphin, auquel vous le savez, une remarquable exposition est consacrée en ce moment dans l'enceinte du château, le grand dauphin auquel il déclare le métier de roi, grand, noble et flatteur. Un métier qu'il entend exercer pleinement. Aussi va-t-il donner l'exemple du travail à partir de 1661, alors qu'il passait jusque-là pour un souverain plutôt indolent, je le répète. Il va y consacrer chaque jour de nombreuses heures d'entretien avec ses ministres, réfléchissant plus rarement dans le silence de son cabinet et, parce qu'il connaît ses limites sans doute, se donnant toujours l'intervalle de la réflexion avant de trancher sur un dossier épineux. C'est son emblématique « je verrai », dont il scandait ses échanges avec ses ministres en les plongeant certainement dans une certaine frustration, mais pour lui permettre d'examiner les problèmes à loisir. Cette attitude, je le répète, va de pair avec la circonspection, la méfiance qu'il a acquise pendant les épreuves de la Fronde. D'une manière générale, Louis XIV parle peu, sauf avec ses familiers, et toujours avec le désir d'impressionner. Ce laconisme fera beaucoup pour poser le personnage. Mais il a des principes qu'il a très tôt énoncés, puisque le premier document autographe qu'on possède de lui est une page d'écriture où il a recopié 6 fois, à l'âge de 5 ans, la formule « L'hommage est dû au roi, ils font ce qu'il leur plaît ». L'hommage est dû au roi, ils font ce qu'il leur plaît. Roi depuis l'âge de 5 ans, encensé quotidiennement, Louis XIV s'est tôt persuadé qu'il avait été placé à sa place par la Providence. Et il s'estime n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu. C'est la définition la plus condensée qu'on puisse donner de l'absolutisme. L'absolutisme n'est ni despotisme, ni tyrannie. Il se rapporte à la maxime qu'un membre du Parlement de Paris avait énoncé, non pas à son époque, mais un siècle auparavant, sous le règne de Louis XIV. Bon, il s'appelait Simon Guillard, son nom finalement importe peu en soi. Il avait fort justement dit que le roi peut tout ce qu'il veut, mais qu'il ne doit pas vouloir tout ce qu'il peut. Autrement dit, le roi est contraint par ce que Kant aurait appelé un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'il doit toujours subordonner ses décisions au regard du seul maître qu'il peut se reconnaître ici-bas, parce que ce maître surplombe évidemment le plan terrestre, autrement dit Dieu. Le roi est lieutenant de Dieu sur terre, il doit se pénétrer de cette conviction qui doit l'empêcher de faire n'importe quoi. La responsabilité devant Dieu, en un siècle où l'incrédulité est presque inexistante, et en tout cas où elle avance masquée, ça n'est pas une vaine formule. L'absolutisme existait en principe depuis le XIIIe siècle au moins. Virtuellement, Saint Louis était un roi tout aussi absolu que Louis XIV. Simplement, sous Louis XIV, il va pouvoir fonctionner non pas à plein, mais dans une illusion de plénitude, parce qu'il a acquis les moyens de ses aspirations. Une aspiration que, pour compléter le propos, ce propos théorique, un juriste du temps de Richelieu, Cardin Lebray, a lui aussi synthétisé dans une formule fameuse: la souveraineté n'est pas plus divisible
que le point en géométrie. Son métier de roi, Louis XIV le conçoit donc comme régi par quelques principes simples. À l'extérieur, maintenir la France au premier rang et augmenter sa gloire. Ça n'est pas mon affaire d'aujourd'hui. Elle sera, je n'en doute pas, excellemment traitée par les deux orateurs qui vont me succéder derrière ce pupitre. À l'intérieur, maintenir l'ordre, menacé par toutes les forces que Louis XIV avait vues donner toute leur énergie néfaste contre l'État durant la Fronde. Faire le bonheur de ces peuples, certes, mais c'est un but essentiellement formel, tant il est tacitement admis que leur adhésion à la cause monarchique est naturellement acquise. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est le moment où s'affirme cet absolutisme. Il y a un grand contraste entre les années de crise de la Fronde et l'apaisement qui va suivre, qui pouvait faire dire à Louis XIV, dans les mémoires qu'il adresse à son fils, le grand dauphin, tout était calme en tout lieu, donc, quand il a pris le pouvoir. On peut en fait subodorer que par cette prise de responsabilité, Louis XIV répondait plus ou moins consciemment aux aspirations d'une France qui avait besoin d'une incarnation politique plus légitime que les cardinaux ministres qui l'avaient précédé aux affaires et dont pourtant la main de fer avait été une nécessité pour faire accoucher la monarchie d'un absolutisme renforcé et surtout modernisé. Une modernité à l'aune du XVIIe siècle qui tranche avec la monarchie un petit peu familiale et sans façon, qui était encore celle d'un François Ier ou d'un Henri IV. Des rois qu'on pouvait approcher, auxquels on pouvait taper sur l'épaule, et voir bousculer. Tout cela n'est plus de saison. Et il y a une épreuve de force qui va en donner très clairement le sentiment. Je vous ai livré au passage un portrait de Bossuet, parce que c'est un autre inspirateur de la pensée théorique de l'absolutisme. Il a écrit l'évêque de Meaux, donc qu'on surnommait l'aigle de Meaux, vous le savez sans doute, et l'auteur d'une politique tirée de l'écriture sainte, illustrant bien cette idée que le roi lieutenant de Dieu sur terre doit se brider dans son despotisme virtuel en ayant toujours la pensée du Créateur qu'il a mise à sa place. Mais venons-en à l'épreuve de force dont je parlais précédemment. L'affirmation de l'autorité royale, pour ceux qui n'auraient pas compris que la déclaration de Louis XIV le 10 mars 1661 n'était pas qu'une pétition de principe, ça va être l'affaire Fouquet. La Cour pensait sans doute que les résolutions du roi seraient de courte durée. Il lui fallait prouver le contraire. La disgrâce et le procès de Fouquet vont en être l'occasion. Nicolas Fouquet est seul surintendant des finances, donc on dirait ministre de l'économie et des finances aujourd'hui, depuis 1653. C'est un des hommes les plus puissants de France. Il apporte au roi le crédit dont il jouissait à titre personnel auprès des milieux financiers, crédit sans lequel l'État aurait fait banqueroute. Là aussi, une séance sera consacrée au rapport des Français à la fiscalité, et je vous garantis que c'est tout sauf un sujet austère, et je ne vous apprendrai pas que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Donc venez nombreux à la conférence qui y sera consacrée, vous ne le regretterez pas. Bon. Revenons à Fouquet. C'est le constat de cette véritable indépendance gestionnaire qu'il pouvait se permettre au sein de l'État qui, de toute évidence, a fini par scandaliser le roi. Sans doute, la perte du surintendant et la suppression de sa fonction ont-elles été décidées dès les premiers jours du règne personnel de Louis XIV. Bien sûr,
on parle également de l'erreur psychologique commise par un Fouquet qui offre au jeune Louis XIV une fête somptueuse dans son château de Vaux, près de Melun, donc aujourd'hui Vaux-le-Vicomte. Il faut tout de même se souvenir que c'est Louis XIV qui a demandé à Fouquet de lui offrir cette fête, qui lui sera logistiquement très utile, parce que vous le savez, il va trouver toute l'équipe de la mise en œuvre du futur château de Versailles telle qu'elle dans l'équipe de Vaux-le-Vicomte. L'architecte Lebrun, le jardinier Lenôtre, les peintres... l'architecte Lebrun, excusez-moi, vous n'avez rien entendu. Le Vaux, bien entendu, tous ces le m'ont toujours confusionné. Voilà. Les peintres Lebrun et Mignard étaient présents dans la conception du château de Vaux. Ils seront récupérés par Louis XIV. Trop belle fête que celle du 17 août 1661, peut-être, qui n'aurait fait qu'exacerber la jalousie royale, mais ce serait un petit peu prendre l'histoire par le petit bout de la lorgnette que d'imaginer que c'est une brûlure d'amour-propre qui a simplement conduit Louis XIV à vouloir se débarrasser de son surintendant. C'est quelque chose de plus politique, de plus structurel. L'exécuteur en est illustre. C'est le 5 septembre 1661 que le lieutenant des mousquetaires du roi, d'Artagnan, le vrai, arrête le surintendant à Nantes au sortir du conseil du roi où s'était rendu Fouquet pour assister Louis XIV, alors en passe de présider les États de Bretagne. Fouquet tombe de haut. Il déclare à d'Artagnan spontanément « Je croyais être mieux que personne dans l'esprit du roi ». En fait, l'opération a été préparée en détail par Jean-Baptiste Colbert. Colbert, auquel Mazarin avait naguère confié la gestion de sa fortune personnelle, Colbert qui avait été vivement recommandé au roi par le cardinal, Colbert qui à ce moment est simple intendant des finances. Colbert qui va apporter au roi les preuves, les pseudo-preuves des pilleries du surintendant et qui va animer en sous-main le procès intenté à Fouquet, un procès qui va s'éterniser sur près de 4 ans. Le ministre déchu se voit reprocher l'horrible confusion qu'il aurait commise entre les finances publiques et sa fortune personnelle. Fouquet aurait pu aisément montrer que cette confusion était totalement imaginaire et qu'elle s'était bien souvent établie dans l'autre sens. Il est d'ailleurs significatif que les juges n'aient pas accédé à la demande de l'accusé de dresser un inventaire évaluatif de l'ensemble de ses biens. Parce que ça aurait permis de constater que les dettes du surintendant n'étaient pas loin d'égaler sa fortune apparente, alors que ce qu'avait amassé Mazarin ne comportait qu'un léger déficit et de toute façon constituait le double de l'actif de Fouquet. Un actif qui avait été constitué par Colbert avec des moyens autrement plus indélicats que ce que le malheureux Fouquet était censé avoir commis. Et comme le procès risquait de se retourner contre les accusateurs, Colbert au premier rang, les juges se sont abstenus de se montrer curieux sur ce point parce qu'ils avaient bien compris que Fouquet devait être le coupable exemplaire qu'attendait le roi. L'accusation va insister aussi beaucoup sur des supputations de trahison d'un surintendant qui aurait voulu se faire sécession dans son refuge de Belle-Île, qu'il avait eu le malheur de fortifier. Rien ne permet en réalité de donner le moindre crédit à cette idée d'un Fouquet tardivement frondeur. Le surintendant est condamné en 1664 au bannissement à perpétuité par 13 juges contre 9 qui avaient prononcé la mort et un seul qui avait requis l'indulgence et sera pour cette raison exilé lui-même par Louis XIV. Louis XIV, qui de son propre chef, va aggraver la peine en détention perpétuelle. Fouquet sera enfermé dans la forteresse de Pignerol, donc une tête de pont que possède alors la France en Italie. Il n'en sortira jamais. Même la date de son décès est approximative, 1680 ou 81.
Procès finalement plus politique que financier, dont on a retenu évidemment l'élément spectaculaire, mais dont il faut comprendre la portée institutionnelle. À la mort de Mazarin, Louis XIV avait déclaré qu'il serait son propre Premier ministre. Après la disgrâce de Fouquet, Louis XIV devient son propre surintendant. Colbert, qui de fait va prendre la place du ministre déchu, ne sera que contrôleur général des finances, dans une position dont le titre dit bien le subalterne par rapport à ce qu'est une surintendance. Ce qui avait frappé le ministre déchu est le reflet de l'effacement plus général qui affecte à cette époque le groupe des grands officiers de la couronne. Ces personnages qui se rapprochent le plus de l'idée du compagnonnage royal hérité du Moyen-Âge auquel Louis XIV et son équipe veulent substituer une monarchie administrative et plus dépersonnalisée. Les grands officiers de la couronne, initialement, servaient le roi dans sa domesticité, telle qu'elle, ils existaient depuis les Mérovingiens, comme le connétable, étymologiquement le comte de l'étable, plus exactement le responsable des écuries. La connétablie a déjà disparu depuis 1627. Louis XIV va compléter le dispositif d'effacement des grands officiers en suspendant en 1669 la charge de grand maître de la navigation et du commerce de France, qui avait été créé par Richelieu pour son propre compte, et en rétablissant à sa place l'office d'amiral de France, mais d'une façon purement décorative. Ceux qui en sont dotés sont deux de ces bâtards légitimés, quasiment dès la naissance. Ils n'auront évidemment aucune incidence politique sur la marche de la vogue de la marine royale. De même, en 1661, à son avènement, Louis XIV a supprimé le colonel général de l'infanterie, un personnage un petit peu hors champ dans la hiérarchie militaire, dont la charge avait été assumée par de grands personnages très trublions pour la monarchie, comme l'amiral de Coligny au XVIe siècle, ou le duc d'Épernon à la fin du règne de Louis XIII. Même les offices de maréchaux de France deviennent purement honorifiques. Louis XIV veut gouverner avec des exécutants, plus avec ses pairs, avec ses semblables, dont il a réduit la marge politique. Après ce coup de balai, il ne subsiste qu'un seul grand officier de la couronne, doté encore de prérogatives, mais considérablement réduites par rapport à ce qu'elles étaient par le passé. Je veux parler du chancelier, dont il sera question tout à l'heure de nouveau. Ajoutons à cette opération de ratissage des corps traditionnels de l'État, la réduction au silence des parlements. Les parlements sont ces cours souveraines de justice qui recevaient l'appel des affaires traitées à travers le royaume. On ne pouvait ensuite ne s'adresser qu'au Conseil du roi, qui faisait office de Cour suprême de justice dans l'organigramme de l'Ancien Régime. Ils avaient acquis avec le temps la faculté d'enregistrer les actes du roi, les arrêts du Conseil du roi. Cet enregistrement était obligatoire pour donner force de loi aux décisions du Conseil. Louis XIV, par une ordonnance de 1667, qui sera confirmée 6 ans après par une déclaration, restreint considérablement l'exercice du droit de remontrance que se permettaient de faire les parlementaires pour retoquer le texte des arrêts du Conseil du roi. Il ordonne que, désormais, les parlements enregistrent d'office les arrêts du Conseil et qu'ils ne présentent de remontrance qu'après l'enregistrement. Ce qui, évidemment, peut apparaître comme un jeu de dupes auquel le Parlement de Paris, en tout cas, ne se trompera pas. Il va désormais, de même que les autres cours souveraines parisiennes, faire la grève générale des remontrances pour protester contre cette restriction de ses prérogatives. En fait, si effectivement les cours parisiennes vont bouder jusqu'à la mort de Louis XIV, il n'en est pas de même des cours de province, que je vous présenterai tout à l'heure à travers une carte,
qui vont continuer d'envoyer très régulièrement des remontrances ultérieures, lesquelles servaient à affiner la législation à venir. D'une façon générale, Louis XIV ne veut rien supprimer. Je vous présente Fouquet, dont le sourire ne s'est pas encore effacé avant sa rencontre fatale avec d'Artagnan. Bon. Oublions-le, comme Louis XIV a fait mine de le faire. Revenons à la prise en charge des institutions. J'insiste encore sur ce point. Dans les sociétés pré-industrielles, ça n'est pas spécifique à la France, innover est un péché mortel. Réformer, c'est redonner sa forme initiale à un état idéal, plus ou moins fantasmé d'ailleurs, qui correspond au plan de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours, le prétendre biffer une partie de son œuvre serait remettre en question sa toute-puissance. L'état royal du lieutenant général de Dieu fonctionne de la même manière. Jamais Louis XIV, pas plus que ses prédécesseurs d'ailleurs, ne va supprimer d'institutions préexistantes. On vient de le voir avec les parlements, ils préfèrent les laisser se vider de leur substance au profit de créations nouvelles qui constituent une couche institutionnelle superposée pour répondre, pour s'ajuster aux nécessités d'un nouveau contexte. Ça donne un millefeuille baroque, au sens propre du terme, et même pas seulement esthétique, qui fait les charmes de l'histoire institutionnelle de l'Ancien Régime, mais aussi la rend un petit peu complexe pour nos esprits standardisés par la rationalisation relative héritée de la Révolution. Eh bien, la meilleure illustration de cette tendance à dévitaliser les institutions les plus anciennes pour les recouvrir en quelque sorte d'une couronne d'institutions plus récentes, c'est la dichotomie fondamentale qui existe dans le service public du XVIIe siècle entre deux catégories d'agents qu'on appelle les officiers et les commissaires. À la fin du XVe siècle, la monarchie avait accru le rôle des officiers royaux pour affirmer son autorité aux dépens des seigneurs féodaux. Mais dès le règne de François Ier, la création d'offices était devenue un véritable sport national pour la royauté parce qu'elle permettait de dégager de l'argent frais. Un officier chargé d'un poste de finance ou de justice important achète sa charge sous l'Ancien Régime. En échange, il en est propriétaire à vie et il peut y renoncer quand il le souhaite, voire la transmettre à ses héritiers sans avoir de compte à rendre au roi. Ce principe, c'est ce qui avait permis notamment de conférer au Parlement une indépendance de comportement que Louis XIV et son entourage avaient bien senti. Mais il y a tout de même, à travers la France, 45 000 officiers à l'avènement de Louis XIV, dont 11% concentrés à Paris, mais qui représentent plus du tiers du capital des offices, qui continuent d'être une vache à lait pour la royauté. Pas question de les supprimer, donc. Mais pour faire exécuter sa volonté, le roi va prendre l'habitude, de plus en plus systématique, de les doubler de commissaires qui, comme leur nom l'indique, sont affectés à une mission précise et localisée dans le temps et dans l'espace. Mission dont ils ne peuvent pas déborder, commissaires qui, contrairement aux officiers, sont révocables. Et plus proche que de l'idée moderne que nous nous faisons des fonctionnaires, bien qu'on ne puisse pas les qualifier ainsi, étant donné qu'ils ne sont pas recrutés par concours, mais le plus souvent par réseau. Une donnée qui fonctionne encore aujourd'hui, bien sûr, dans la fonction publique, mais qui, au XVIIe siècle, était absolue. Donc, les officiers demeurent, vivotent dans des tâches qui sont pour eux de véritables sinécures, mais le véritable travail est accompli par des commissaires. Cette dualité, par exemple, elle est bien appliquée dans l'administration des finances. Les trésoriers des finances sont des officiers qui ne servent plus qu'à faire joli.
La Bruyère a été trésorier des finances, par exemple. Il a passé un jour dans sa circonscription, et ce n'est pas pour ça qu'on se souvient de lui, hein, mais pour sa contribution aux lettres françaises. Et il n'avait pas à y rester longtemps dans sa circonscription, parce que le travail était accompli à sa place par un intendant, qui, lui, est un commissaire. Fondamentalement, le roi de France gouverne par conseil. C'est un des principes qui permet justement de le distinguer d'un despote. Ce conseil est plus ou moins élargi. Il n'a qu'un rôle consultatif. Le roi n'est pas tenu de suivre ses avis. Mais la manière dont il a été redessiné à partir du règne personnel du roi Soleil est assez instructive pour comprendre là aussi la cohabitation entre une monarchie à l'ancienne et une monarchie nouvelle. L'ancien est sur la partie gauche du tableau que je vous présente, le nouveau est à droite. Commençons par le nouveau, parce qu'en réalité, c'est celui qui nous intéresse le plus. Le nouveau, ce sont, au sein de l'organisme théoriquement unique qu'est le Conseil du roi, ce qu'on appelle les conseils de gouvernement. Conseil restreint, qui existe depuis que le Conseil a pris sa physionomie sous la monarchie des Valois au XVIe siècle, mais qui va subir plusieurs remaniements d'importance à partir de l'avènement de Louis XIV. Celui-ci réduit encore les effectifs du principal conseil de gouvernement, qui prend le nom de Conseil d'en haut sous son règne. Jusqu'en 1661, on y rencontrait un peu tout le monde. Les princes du sang, les ducs et pairs, les maréchaux de France, et aussi les ministres, accessoirement. Cet accessoire devient essentiel sous Louis XIV. Dans un souci d'efficacité, celui-ci écarte toutes les quantités superflues du Conseil d'en haut, la reine-mère y compris. Anne d'Autriche est mise à la retraite politique d'office par la mort de Mazarin, et il réduit cette cohue à quelques personnes. 3, 4, 5 au maximum. À partir de 1691, il y invitera le grand dauphin, son fils unique, pour le préparer à son métier, mais jamais le Conseil d'en haut ne comportera plus de 5 membres. Et la manière dont on y était convoqué reflète vraiment la toute-puissance du fait du prince. Il suffisait d'avoir été invité verbalement par le roi une seule fois à assister au Conseil d'en haut pour jouir sa vie durant du titre de ministre d'État qui singularisait les membres de ce conseil, lequel se réunissait en moyenne 3 fois par semaine et se spécialisait de fait dans les affaires extérieures, c'est-à-dire l'expression la plus éminente de la grandeur royale. Son pendant pour la politique intérieure, c'est le Conseil des dépêches. Ainsi nommé parce qu'il sert d'intermédiaire entre le roi et les provinces et qu'on y lit les dépêches envoyées par les intendants pour le rendre compte de leur gestion locale. Il a moins d'importance que le précédent. Contrairement au Conseil royal des finances, qui est le résultat de la mise à l'écart de Fouquet. Je le répète, Louis XIV déclare à partir de 1661 qu'il sera son propre surintendant, mais c'est un réaliste. Il sait pertinemment qu'il n'a pas la technicité pour décider des recettes et des dépenses à lui seul. Le Conseil royal des finances sera son surintendant collectif, en quelque sorte. D'autres conseils moins importants ne retiendront pas notre attention. Vous voyez un conseil royal de commerce qui n'a pas perduré longtemps. Cet organigramme, de toute manière, n'est jamais stabilisé parce que, en définitive, c'est la volonté du roi qui forme et dissipe les instances particulières du Conseil. Mais une chose est sûre, ces conseils de gouvernement ne peuvent pas être confondus avec les conseils en formation plénière qui existent de longue date et vont constituer en quelque sorte le cimetière des éléphants de la monarchie à l'ancienne. Voilà.
Ce conseil est pléthorique. Il expédie les affaires courantes. Il est composé, pour l'essentiel, non pas des ministres, mais de technocrates avant la lettre. Des technocrates qu'on appelle les maîtres des requêtes et les conseillers d'État. Et il se singularise aussi par le fait que le roi ne s'y présente jamais. Il a d'autres chats à fouetter. Le Conseil d'État et des Finances et le Conseil privé, qui constituent les deux instances de ce Conseil en formation plénière, sont confiés au chancelier, qui reste le second personnage de l'État, qui est ce personnage qui ne prend jamais le deuil parce que la justice est pérenne et ne prend jamais le deuil à la mort du roi, je veux dire, parce que la justice est pérenne et ne meurt jamais. Le chancelier, qui faisait office de ministre à tout faire avec des prérogatives extrêmement éclectiques jusqu'à l'avènement de Louis XIV, un Louis XIV qui ne va plus lui laisser que la direction de la justice, ce qui n'est pas mal, mais qui est peu par rapport à ce qui étaient ses prérogatives initiales. Louis XIV n'a jamais présidé pratiquement le conseil en formation plénière, sauf quand par exception il n'y avait pas de chancelier. Notamment en 1672, à la mort du chancelier Séguier, Louis XIV a entendu manifester que, toute la justice venant de lui, il pouvait très bien présider l'audience du sceau au cours duquel étaient paraphés les arrêts du Conseil, du grand sceau de majesté qui leur donnait force de loi. C'est cette cérémonie qui nous est figurée dans cette toile anonyme, donc, où, bien évidemment, toute la scénographie est faite pour mettre en valeur le personnage du roi dont le costume se détache sur le noir des agents de l'État, que sont les conseillers d'État, assis, les plus importants, les maîtres des requêtes, debout, qui sont les énarques du XVIIe siècle, même si évidemment il faut oublier aussitôt ce raccourci, les secrétaires du roi, et quelques courtisans qui se dégagent par la polychromie de leur habit, mais dont la relégation indique bien que la place des compagnons du roi féodal n'est plus dans le traitement des grandes affaires de l'État. En bout de table, vous voyez un officier, les deux officiers que sont les valets chauffe-cire, voilà, qui étaient affectés donc à la préparation du sceau qui allait orner les arrêts du Conseil. Par principe, ils étaient illettrés pour n'avoir aucune incidence sur l'officialisation des documents auxquels ils donnaient leur forme légitime. Soulignons qu'il y a une invraisemblance dans ce tableau qui a été bien mise en évidence par ses commentateurs. Cette porte ne devrait pas être fermée. Le conseil privé est secret. Il est inconcevable que le secret du roi puisse ainsi être dévoilé par une porte entr'ouverte. Mais ça ouvre une perspective. Louis XIV gouverne par conseil avec un certain nombre d'agents qui constituent son gouvernement de fait. Je le répète, le mot ministre n'existe pas dans son sens actuel dans les institutions du XIVe siècle, à part pour désigner les ministres d'État qui participent au Conseil d'en haut. Mais leur équivalent est constitué par un sextuor, dont le chancelier offre la transition avec ce dont nous venons de parler, et qui se compose pour le reste du contrôleur général des finances et des 4 secrétaires d'État, qui sont, je le répète, l'équivalent le plus évident de nos actuels ministres. Le chancelier, comme je vous l'ai expliqué, a perdu de son influence. Il reste le second personnage du royaume, mais Louis XIV a profité de la décrépitude précoce du chancelier Séguier pour lui retirer toutes ses prérogatives extrajudiciaires. Séguier, notamment, avait la haute main sur une grande partie des finances. Il surveillait l'émission des monnaies et surtout, il nommait les intendants de province, qui sont
n'abusons pas des parallélismes anachroniques, mais qui sont incontestablement les préfets de l'Ancien Régime. Toutes ces prérogatives extrajudiciaires passent au contrôleur général des finances. Un historien des institutions de l'Ancien Régime, Michel Antoine, a très bien décrit ce processus comme la transition de l'état de justice vers l'état de finance. N'en exagérons pas la portée manichéenne, comprenons par là que nous passons d'un roi avant tout justicier à un roi avant tout nourricier pour ces sujets, mais cette tâche nourricière implique une technicité renouvelée, d'où l'importance nouvelle acquise par le contrôleur général. Les autres fonctions sont incarnées par les 4 secrétaires d'État, que nous voyons regroupés sur cette figuration de l'almanach royal pour l'année 1682, en compagnie des 2 autres ministres dont je vous ai parlé. Donc de gauche à droite, vous voyez le Tellier, chancelier, à ce moment-là en tout cas, le seigneur de Lavrière, qui est le secrétaire d'État de la RPR. Ce département ministériel au nom proto-chiracien ne doit pas nous tromper. La RPR est le sigle, vous le savez sans doute pour certains d'entre vous, qui désigne la religion prétendue réformée. Autrement dit, le calvinisme, qui a encore droit de citer pour quelques années à la date de ce document, mais qui est déjà sur la sellette. La révocation de l'édit de Nantes surviendra 3 ans après. Vient ensuite le marquis de Louvois, secrétaire d'État de la guerre, puis Charles Colbert de Croissy, un Colbert que nous connaissons moins que le grand Colbert, c'est son frère, il est à la tête du département des affaires étrangères. Colbert, le voici. Bon, le grand Colbert, qui est contrôleur général des finances, mais dirige aussi le département de la marine, qu'il est en train de préparer pour son fils, dont vous devinez un morceau de perruque purement virtuel, coincé entre les 2 personnages. Cette figuration n'est pas fortuite. Son fils, le marquis de Seignelay, est en train de se préparer au métier, mais n'a pas encore droit au premier plan. Cet almanach royal nous fait également figurer les reliquats de la vieille cour, celle qui donnait encore sa place aux grands personnages trublions des temps de la Fronde, comme le grand Condé, grand frondeur, mais aussi grand homme de guerre. Et puis, derrière Louis XIV, qui dépasse d'une tête, ce qui est d'ailleurs physiologiquement contradictoire avec sa petite taille relative, dépasse d'une tête les autres présents, nous trouvons son frère, Monsieur, autrement dit Philippe d'Orléans, et son fils, le grand dauphin, qui se prépare au métier. Donc nous avons vu défiler 4 secrétaires d'État, guerre, affaires étrangères, marine et RPR, voilà, dont les tâches nous permettent de rappeler que les portefeuilles ministériels sont en train de devenir une réalité par rapport à une époque où les secrétaires d'État étaient simplement chargés de la correspondance avec les intendants d'un quart du royaume, sans aucune spécialisation ministérielle. Normal, les grands officiers de la couronne étaient ces ministres à portefeuille du XVIe siècle. Ils ne sont plus là, ce sont des exécutants qui les remplacent. On ne présente pas Jean-Baptiste Colbert, plus exactement, je ne le présente pas, parce que l'un de mes collègues le fera, Stéphane Guerre, le fera excellemment quand il vous présentera l'état de finances de façon plus spécifique. Mais retenons de ce personnage polyvalent qu'il a été, pour l'époque de Louis XIV, un équivalent de ce que fut Sully au temps d'Henri IV. Sully était l'homme à tout faire du premier des Bourbons. Colbert sera à peu près dans la même configuration. Louis XIV lui a fourni un panel de responsabilités ministérielles extrêmement éclectiques, mais qui, additionnés, ne font pas pour autant un Premier ministre, bien qu'il ait été incontestablement le plus industrieux des ministres de Louis XIV. Colbert, surtout, c'est un clan. Donc, qui l'anime autour de lui. Je vous l'ai suggéré par la présence de son frère, Croissy, et de son fils Seignelay dans l'almanach précédemment présenté. Un clan
qui est en émulation avec celui d'une autre famille ministérielle, moins pléthorique que les Colbert. Il s'agit des Le Tellier. Nous avons vu également le père et le fils figurer sur la même page de l'almanach. Michel Le Tellier avait été pendant un temps immémorial secrétaire d'État de la guerre. Il avait préparé son fils, François Michel, plus connu sous son nom de terre, le marquis de Louvois, à reprendre sa charge quand lui-même avait été transféré au poste de chancelier. Soulignons qu'il n'y avait rien de choquant dans cette transmission de père en fils ou de frère à neveu des départements ministériels. Elle était même considérée comme la façon la plus légitime d'apprendre son métier. On ne l'apprend jamais aussi bien que dans l'officine de son père ou d'un parent proche. Sur le tas, en quelque sorte, Louis XIV voulait cette hérédité qui était à ses yeux un gage de compétence et pas du tout le reflet du privilège de la naissance. Il y en aurait eu d'autres à présenter, puisque les Le Tellier et les Colbert sont les deux arbres qui cachent la forêt ministérielle d'un paysage où une autre dynastie comme les Philippot s'est signalée par sa longévité. De 1610 à 1781, ils ont donné pléthore de ministres, second couteau peut-être, mais qui gagnaient dans la continuité dans des départements moins célèbres que les finances ou la guerre. Mais rares sont les isolés dans ce dispositif. Signalons pour mémoire Michel Chamillard, qui s'était distingué dans l'esprit de Louis XIV comme joueur de billard émérite. Voilà, un sport en chambre qu'affectionnait particulièrement le roi. Ça lui vaudra sa promotion comme contrôleur général des finances et secrétaire d'État de la guerre. Chamillard se voyait donc sommé d'être à la fois Colbert et Louvois, alors que la France était en train d'affronter la guerre la plus délicate du règne de Louis XIV. Ça s'appelle une casserole de patates chaudes. Pourtant, cet organigramme, beau sur le papier ou sur les murs du château de Versailles, ne doit pas nous faire oublier les limites de cette centralisation programmatique qui est encore bien loin d'avoisiner ce que réalisera le jacobinisme révolutionnaire, puis la férule napoléonienne. Déjà parce que tout ne peut pas se décider au Conseil et que c'est dans un ruissellement que l'administration royale se déconcentre jusqu'au cœur des provinces. Et là aussi, nous retrouvons cette dualité entre acteurs à l'ancienne et nouveaux technocrates entre les mains du roi. Les gouverneurs, par exemple, avaient été les personnages les plus éminents représentants du roi dans les provinces. D'ailleurs, leur véritable titre était lieutenant général du roi. Les gouverneurs existent toujours. Cette carte vous présente les limites des circonscriptions que sont les gouvernements sous l'Ancien Régime. En grisé, les territoires qui ont été le plus récemment incorporés à la France. Mais eux aussi ont été dévitalisés, notamment de leurs forces qui s'étaient révélées nocives au temps des grandes révoltes nobiliaires pour le pouvoir royal. Les gouverneurs continuent de représenter le roi, mais il incombe aux intendants de province de représenter l'État, ce qui n'est pas la même chose. Et les intendants ont leur propre circonscription, qu'on appelle des généralités, dont la carte recoupe, dans une grande mesure, celle des gouvernements, mais pas aussi systématiquement qu'on pourrait l'imaginer. De la même façon, cette kyrielle de cartes vous présente également les circonscriptions judiciaires, que sont les ressorts des parlements.
s'en dégage nettement, évidemment, la prédominance du Parlement de Paris qui s'étend à plus que le bassin parisien, les deux parlements principaux de province étant ceux de Bordeaux et de Toulouse. Pour rappel, je vous signale qu'il existe d'autres cours souveraines de justice spécialisées, notamment dans les affaires de gestion du domaine royal, que sont les cours des comptes. Il faudrait mieux les appeler chambres des comptes, d'ailleurs, pour les distinguer de leur homologue illusoire et unique d'aujourd'hui. Mais, à côté de ces représentants du roi, qui subissent eux aussi une passation de relais, souvenons-nous que, contrairement à l'idée reçue, la centralisation n'est pas une vocation naturelle et universelle d'un pays qui, au XVIIe siècle, vit sous le régime du privilège. Tout le monde est privilégié sous l'Ancien Régime, et pas seulement les nobles ou les clercs. J'entends par là que tout le monde ressortit à une loi privée spécifique, même les provinces, même les villes. Et certaines de ces provinces ont obtenu de garder une liberté de gestion qui en fait des exemples de décentralisation assez originaux. Ce sont les provinces qui ont gardé leurs États. Par État, il faut entendre assemblées, des assemblées où sont présents les trois États fondamentaux de la société, que sont, donc dans l'exemple de celui des États de Languedoc, ici, excusez-moi, le clergé, qui siège ici de part et d'autre de l'archevêque de Narbonne, qui a vocation naturelle à présider les États de Languedoc. Les membres de la noblesse sur la droite et la gauche, ils sont surreprésentés par rapport à ceux du tiers-État, qui sont en réalité, ici seulement, qui sont en réalité les seuls représentants des villes. Parce que le tiers-État qui intéresse la gestion des provinces, c'est le microcosme urbain. Les masses paysannes ne sont jamais représentées dans ces assemblées, qui n'en représentent pas moins des exemples de concertation gestionnaire avec la royauté, tout à fait exceptionnels, et pas du tout passé de mode sous le règne de Louis XIV. De grandes provinces, donc celles qu'on appelle les pays d'État, justement, sont gérées selon ce système. La Bretagne, le Languedoc, la Provence, la Bourgogne. Le Dauphiné les rejoindra à la veille de la Révolution. Donc, jamais Louis XIV n'a eu l'intention de faire du passé table rase. Renforcer la centralisation, soit, mais tenir compte aussi d'une société qui est une accumulation historique d'exceptions et de particularismes locaux et régionaux qui serait suicidaire de prendre de front. Si tant est que ce fût sa vocation, la situation n'était pas mûre pour l'affronter. Tout au plus, l'administration royale peut-elle aller à la base. Par exemple, quand le Parlement de Paris détache une partie de ses effectifs pour aller rendre la justice à hauteur de local, si on peut s'exprimer ainsi. Ces détachements, on les appelle des grands jours. Les grands jours d'Auvergne ont été rendus célèbres par le témoignage d'un officier qui y a assisté, Esprit Fléchier. Esprit doit être là, d'ailleurs, mais je ne sais pas où exactement. C'était donc une cour de justice extraordinaire qui s'est tenue en 1664 à Clermont, qu'on n'appelait pas encore Clermont-Ferrand, pour répondre donc au cahier des charges que lui avait assigné Louis XIV dans cette citation que je vous ai reproduite et que je vous laisse savourer. Ces lois méprisées, ces peuples exposés à toutes sortes de violences et d'oppressions, ce ne sont pas des paroles en l'air, comme va le prouver l'acharnement avec laquelle cette cour de justice, détachée de Paris, va essayer du moins de poursuivre de sa vindicte, une famille de seigneurs brigands qui mettait une partie de l'Auvergne en coupe réglée, la famille de Canillac. Le fils Canillac avait tué un prêtre au détour d'un chemin parce que celui-ci lui avait reproché sa mauvaise conduite auprès des femmes. Le père levait, en plus de l'impôt royal, des tailles pour lui et tous les membres de sa famille, d'une façon totalement arbitraire. Il entretenait 12 brigands dévoués à toutes sortes de crimes qu'il appelait ses 12 apôtres et qu'il chargeait de faire pression sur les mauvais payeurs. En conclusion des grands jours, un membre de la famille Canillac va être décapité, moins sans doute d'ailleurs pour ses exactions, bien réelles,
que pour sa participation à la Fronde, qui prouvait que, pour Louis XIV, la vengeance reste un plat qui se mange froid. Mais pas besoin d'aller chercher au fond des provinces un enclavement qui serait le fait de l'arriération, vu le tableau que donne Paris à cette époque. L'éloignement n'était pas seul en compte. Les bas-fonds de la capitale abritaient leur lot d'assassins, de malfaiteurs et d'empoisonneuses qui avaient fait dire en deux vers savoureux à Boileau que le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Au début du règne, il n'existait, pas plus pour Paris que pour les provinces, de police au sens actuel. La police, sous l'Ancien Régime, ça veut dire l'administration. Mais aucun organe ne tenait à la fois du pouvoir militaire et du pouvoir judiciaire, correspondant à l'idée que nous nous faisons de la police. C'est pour pallier ce manque que, en 1667, Louis XIV, en réalité c'est Colbert qui était à la manœuvre, va créer un office inédit pour gérer la marmite parisienne dont le roi était bien placé pour savoir qu'elle pouvait déborder. Il avait dû la fuir pour Saint-Germain-en-Laye à l'âge de 10 ans en 1649. Cet office, c'est celui de lieutenant général de police de Paris, dont le premier titulaire est figuré dans ce portrait par Pierre Mignard. Donc il s'agit de Gabriel Nicolas de la Reynie, qui sera plus tard garde des Sceaux et responsable des finances sous Louis XV. Pendant ses 30 ans d'administration, lui et son successeur, le marquis d'Argenson, vont faire feu de tout bois pour assainir la physionomie de la capitale du royaume, par le pavement et l'éclairage des rues, la prévention et la lutte contre l'incendie, l'entretien ou la création de fontaines, la surveillance des marchés et surtout la mobilisation d'une armée de mouchards, de mouches, comme on disait à cette époque, pour recruter dans toutes les classes de la société, pour tenter de donner une anticipation de la société orwellienne au Paris de la fin du XVIIe siècle. Bien loin d'y réussir, ils n'en fourniront pas moins une mine de renseignements inépuisable pour les historiens. Ils étaient très consciencieux dans leur tâche. Les résultats de cette gestion vont être tellement appréciables que la lieutenance de police va faire des petits. Par un édit de 1699, elle sera étendue aux grandes métropoles du royaume et elle va se révéler souvent efficace dans la gestion des crises frumentaires que connaissaient les villes pendant des accidents économiques dont il vous sera là aussi entretenu lors d'une autre séance. Je terminerai ce cours en rappelant que la Reynie a été notamment confrontée à la gestion d'une des affaires les plus fameuses et en même temps les plus révélatrices du caractère profondément irrationnel de cette société que le génie illusionniste de Louis XIV a théâtralisé en apparence. La face du théâtre avait peut-être changé, mais il ne faisait pas bon s'aventurer dans les coulisses, comme le révèlent donc les dessous de l'affaire des poisons. Pour rappel, tout est parti de la vengeance d'une aristocrate, la marquise de Brinvilliers, qui avait usé de ce qu'elle appelait des poudres de succession, pour se débarrasser de son père qui avait fait incarcérer son amant à la Bastille, puis pour hériter de ses frères. La Brinvilliers est arrêtée en 1676, soumise à la torture, puis décapitée. Pour l'époque, c'est seulement un peu plus qu'une histoire banale. Sauf que la Reynie et ses séides vont continuer à remonter une pelote de responsabilité qui va leur faire soulever une véritable fourmilière de sorciers et de sorcières autoproclamés, de prêtres défroqués, de magiciens et d'avorteuses qui trafiquent les filtres et les poisons comme d'autres les épices. Et après plusieurs arrestations, l'affaire va prendre une telle ampleur que
le roi décide en 1680 de la réunion d'une chambre de justice extraordinaire, une chambre ardente. 367 personnes vont être présentées à l'Araignée, parmi lesquelles une certaine Catherine Desaix, femme Monvoisin, surnommée Lavoisin, et qui est représentée dans cette gravure d'époque comme évidemment la quintessence de l'empoisonneuse possédée, qui se livrait à des pratiques de sorcellerie en compagnie d'un abbé dénaturé, l'abbé Guibourg. Le problème est que les aveux des accusés vont mettre en cause de très hautes personnalités. 2 des nièces de Mazarin, le maréchal de Luxembourg, Racine, et surtout Madame de Montespan, la maîtresse du roi de l'époque. L'abbé Guibourg aurait même célébré une messe noire sur le ventre de la marquise, et Lavoisin aurait fabriqué un philtre d'amour à base de semences de curé, que la favorite aurait fait boire au roi afin de la détacher de son précédent amour, Mademoiselle de la Vallière. Les dénonciations venaient d'ailleurs pas de Lavoisin uniquement, qui avait déjà été brûlé en place de Grève à ce moment-là, mais d'autres inculpés laissaient des témoignages trop concordants pour ne pas instiller le doute dans l'esprit du roi. Sans doute les accusés avaient-ils intérêt à mêler à leurs affaires les plus grands noms du royaume, histoire de gagner du temps. En revanche, il est avéré que la maîtresse du roi a fait célébrer des messes noires, qu'elle avait été en relation avec Lavoisin, ce qui suffisait à être compromettant. Louis XIV va donc conclure l'affaire par le fait du prince, en suspendant les poursuites quand elles devenaient trop encombrantes et en vouant au secret les 150 accusés dont la culpabilité n'avait pas encore été établie. Ils connaîtront le sort du surintendant Fouquet en étant dispersés dans différentes forteresses du royaume. La fortune de la marquise de Montespan allait en être compromise et l'influence de Madame de Maintenon, celle qui allait devenir l'épouse morganatique du roi, renforcée. L'affaire des poisons se termine en effet, tandis que la reine Marie-Thérèse connaît vit ses dernières semaines, mourant aussi discrètement qu'elle a vécu en 1683. Louis XIV va lui survivre 32 ans. À la fin de son règne, voilà ce qu'est devenu le sémillant gentilhomme de 1663. Ce portrait en cire d'Antoine Benoît est évidemment saisissant pour tout le monde parce qu'il confère un hiératisme littéralement morbide au personnage, la fixité du regard focalisant l'attention, mais on voit surtout, bien évidemment, un profil qui s'est empesé et, disons-le, une perruque qui sent un peu le renfermer. Voilà. C'est le moment de la réflexion, du retour sur soi pour un roi qui est alors empêtré dans la guerre de succession d'Espagne, une guerre de succession d'Espagne qui n'en finit pas. Il est encore à 10 ans de son décès. Se demande-t-il si l'État, c'était vraiment lui ? On est en droit de répondre non, puisque sur son lit de mort, il va dire exactement le contraire à son héritier, son arrière-petit-fils, le futur Louis XV âgé de 4 ans et demi, en lui délivrant des conseils auxquels l'adorable bambin n'a pas dû comprendre grand-chose de toute façon, mais nous en retiendrons cette formule qui résume l'absolutisme. Nouvelle manière, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. C'est exactement le contraire d'une conception qui ferait de l'État royal ce point géométrique réduit à la personne du roi. Louis XIV a bien compris qu'il n'était que le desservant d'une entité qui a gagné en technicité et en abstraction aussi, et qui se détache de la personne du roi. Ce qui nous fait bien comprendre comment la centralisation, qui jusqu'aux lois de régionalisation de 1982 a été une des marques de fabrique de la Respublica à la française, pouvait très bien s'appliquer à des formes de régime aussi dissemblables que la monarchie des XVIIe, XVIIIe siècles,
que l'Empire ou la République, qui ne vont rien renier du principe centralisateur mis en place ou systématisé sous le règne de Louis XIV, même si la royauté s'était évanouie avec lui. Ce sera le mot de ma fin pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été profitable. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez le désir et si la quête du repas du soir ne vous taraude pas trop l'organisme, ce qui serait humain.